Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey, salut tout le monde! Comment ça va? Bienvenue, Jeux Confidence, épisode 28. C'est Nicoton qui vous parle et qui va vous accompagner tout au long de ce nouvel épisode. Bienvenue! Je suis content de vous retrouver. Ça fait un petit écart de temps, là. On a passé un petit 2 semaines avant de se retrouver. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous en ai parlé souvent. J'avais un gros examen à passer. J'étais en stage. Tu sais, moi, ça fait 3 ans que je suis aux études, là. Retour aux études. Gros tournant dans ma vie. Puis là, imaginez-vous donc que j'ai eu mon examen. C'est un examen qui fait un peu le tour là, des 3 années d'études, en fait. C'est un examen de l'ordre des audioprothésistes. Eh oui, je vous le dis, je vous le donne en mille, même si c'est pas la bonne expression, mais c'est ça, là, je vous ai dit souvent que j'étudiais, mais j'ai jamais vraiment dit en quoi. C'est là-dedans que j'étudie, audioprothésiste. Puis, c'est ça, il y a un peu comme, mettons, les médecins ou les infirmières, ou tu sais, il y a un examen, il y a l'ordre des audioprothésistes qui existe pour protéger le public et qui régit notre métier. Puis c'est ça, ils font un examen. On doit faire cet examen-là pour passer, pour pouvoir pratiquer. En bref, puis si tu passes pas cet examen-là, just too bad. Faut que tu le reprennes. Fait que bref, c'est ça, gros stress, beaucoup d'études, puis j'ai passé mon examen. Imaginez-vous donc. Fait que ça conclut 3 années d'études et de dur labeur. Je dois le dire, là, pour un grand garçon de 40 quelques années, avec des enfants, puis plein de responsabilités de vie puis d'affaires. Retourner aux études, ça n'a pas été une sinécure tout le temps, hein? Mais j'ai eu beaucoup de support puis tout. Puis là, crime, c'est fini. J'ai goût de sacré parce que je suis content. Fait que j'ai réussi à passer mon examen, fini les études, fini l'école. Puis voilà. Fait que c'est ça qui s'est passé la semaine passée, là. J'ai étudié fort, j'étais bien stressé, j'ai fait mon examen. Après ça, on a festoyé. Puis voilà. Donc, je commence officiellement à travailler la semaine prochaine. Puis voilà, la vie continue. Je suis content de faire un nouvel épisode. Écoutez, j'ai quand même eu le stress ayant descendu, puis les plus d'études à faire, ça m'a permis de m'ouvrir du temps dans la tête, puis dans ma vie pour jouer à des jeux. Fait que je vais pouvoir vous jaser de ça, là. En plus, j'ai eu le plaisir d'accueillir mon frère à la maison pour une journée de jeu. Juste du jeu, comprends-tu? Fait qu'on s'est montré des jeux, on a joué à des jeux, ça a été bien le fun. Fait que je vais vous parler de tout ça. Faire un tour vite là, de ce que je vais vous parler, cet épisode-ci. Là, en ce moment, oui, il faut que je vous parle un peu de mon contexte, là. Vous entendez, je suis dehors. Puis, je suis dans un non-lieu, comme on dit, sur le bord d'une station-service, sur le bord d'une autoroute. Qu'est-ce que je fais là? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je prévoyais aller au chalet avec mon père. On fait souvent ça une fois de temps en temps, une petite sortie père-fils au chalet. Puis, coudonc, imaginez-vous donc que tous nos bagages sont faits. On est parti, on a du fun, on est content. Puis là, en train de rouler, le char de mon père s'est arrêté, tout de bon, tout de même, là. Tu sais, fait que c'est ça, il pesait sur le gaz, il n'y avait plus rien, en plein milieu de l'autoroute. Puis, on était obligé de se ranger sur le bord de l'autoroute, mettre les hasards, puis dans un coin un peu bizarre, là, dans une sortie d'autoroute. Bref, on est tombé en panne. Fait que là, il a appelé le CAA, le remorqueur est venu. Puis là, le remorqueur est parti avec le char puis mon père au garage. Puis moi, je suis resté ici parce que le pick-up du remorqueur ne pouvait pas me prendre. Il ne pouvait pas avoir 2 passagers. Fait que là, je suis dans cette situation-là bizarre, incongrue, que je ne m'attendais pas aujourd'hui d'être assis sur un talus de bord d'autoroute d'une station-service no-name
à attendre ma blonde qui va venir me chercher pour m'amener au garage, puis ramener mon père, puis moi, à la maison. Puis on va voir si on va quand même au chalet. On va probablement prendre mon char, je sais pas trop. C'est ça. Shit happens, comme on dit. Fait que, comme toujours, ce podcast-là, toujours aussi live, toujours aussi quotidien, toujours aussi plein de confidences, toujours aussi plein de choses qui ne parlent pas de jeux de société, mais c'est pas grave aussi, parce qu'on parle toujours de jeux de société pareil. J'avais amené des jeux pour jouer au chalet. D'ailleurs, j'avais amené un petit sac, là, j'en amène toujours trop d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète mon frère, il s'est acheté un espèce de sac pour charrier, transporter un genre d'ampli de guitare électrique. Puis ça a fait très bien pour transporter des jeux. Je pense que je vais m'acheter ça parce que là, je commence à manquer un peu de solution. Là, il y a un avion qui passe au-dessus de moi. C'est la vie, c'est l'activité humaine qui se passe. Fait que c'est ça, ouais, trouver une solution de transport pour mes jeux. J'en amène toujours trop. Fait que là, j'ai amené les Explorateurs de la mer du Nord parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer avec mon père, avec l'extension Rock of Runes. Donc, on va peut-être jouer à ça. On a amené Destinies parce qu'on s'est acheté l'extension Mer de Sable. Donc, on va peut-être continuer notre aventure. J'ai amené Tokaido Duo, j'ai amené Shoten Toten, Acropolis. Vous voyez, j'en ai amené un petit peu trop. Pas grave. Puis voilà, c'est ça. Fait que on va voir ce qui va se passer. Là. Je sais pas ça va être quoi la suite de ma journée. Puis là, en ce moment, ben les gens qui prennent la sortie de l'autoroute voient un gars sur un talus parler dans un téléphone, sans se douter le moins du monde qu'il est en train de faire un podcast sur les jeux de société. Fait que ouais, c'est ça. J'ai joué à plein de trucs, là. Dernièrement, en fait, dans les 2 dernières semaines, premier jeu que j'ai joué, un de mes préfs, les Tavernes de la Vallée Profonde. Donc, j'ai pu rejouer à ça avec ma blonde. On a essayé l'extension Chambre à louer. Donc, je vais vous jaser de ça et de notre expérience de ce jeu. Ensuite de ça, Lantern Dice, un jeu roll and write qu'on a redécouvert, en fait. Ça fait un bout qu'on a et qu'on aime bien. Avec mon frère, j'ai joué à Teotihuacan, le jeu After Us. J'ai finalement pu jouer à Earth. Puis on a joué aussi une petite game de Cat in the Box. Sinon, des petites games solo que j'ai fait. J'ai joué à Dice Miner, j'ai joué à Creature Comfort. Voilà, ça fait un peu le tour des dernières expériences ludiques que j'ai eues. Fait que moi, vous jaser de ça avec plaisir, chers amis. C'est ça qui se passe. Bon, me revoilà. Je me suis téléporté dans le temps. Fait que j'ai eu mon aventure de talus, de chalet. On est allé au chalet, on est revenu. Puis là, je suis chez nous, dans mon petit repère au top de mon cabanon, comme certains d'entre vous peut-être ont entendu parler dans un autre épisode. Puis je me suis retiré ici pour faire mon podcast. Colin, hey, faut que je continue ça, moi, là, faut pas que je laisse ça aller. Dans la vie, hein, des fois, c'est ça, là, on se donne des engagements, puis là, chemin faisant, on fait des affaires, puis on dit, hey, c'est vrai, là, j'ai ça à faire, faut pas que je l'oublie. Je veux pas vous oublier, je veux pas oublier ça. Je veux continuer. Pour moi, c'est quelque chose de bien le fun à faire, fait que je vous lâcherai pas. Je vais vous parler là j'ai beaucoup de jeux, derrière la cravate ces dernières semaines dont j'aimerais vous parler. Juste avant, je voudrais faire une parenthèse pour ceux qui ont écouté mon épisode 25 avec Guillaume Boudreau. Je voulais juste dire que son Kickstarter est commencé. Ça a commencé, si je me trompe pas, le 23 mai. Puis il est rentré dans son objectif, me semble, en 2 heures. Ça a vraiment pas été long. Il y avait comme objectif là, de ramasser 27 000 Canadiens, déjà rendu quasiment à 70 000, donc ça va très bien. Le jeu, on a commencé à en jaser aussi sur Internet. Là. Guillaume y a mis quelques liens
des critiques, des reviewers, des influenceurs, du monde qui ont déballé son jeu, qui l'ont regardé. Ça a vraiment l'air d'être super positif. Fait que bravo Guillaume. Yes, j'ai hâte de voir la suite de ça. Donc, je vais vous parler, c'est ça, là, comme je vous disais, grosse liste. Je viens juste de jouer, en fait, 2 jeux même qui se rajoutent à ce que je vous ai dit précédemment. Je viens juste de jouer à Cubitos. Donc, un jeu que j'ai acheté de mon frère. L'autre fois, j'avais dit que je l'ai acheté à mon frère, mais ça sonnait comme si j'y avais donné. Mais c'est ça, c'est lui qui me l'a vendu. J'y ai acheté de lui. Tu comprends? Cubitos, c'est vraiment un jeu super sympathique. J'en avais entendu parler quelquefois par certains blogueurs, sur certains podcasts. Puis, tu sais, sous le coup, bon, le titre est drôle, mais tu sais, so-so, puis c'est le genre de jeu qui peut facilement passer sous le radar. Puis je l'avais pas acheté, en fait, parce que, bon, tu sais, le concept était cute, intéressant, mais pas assez pour que je me dise, il faut que je l'achète. Mais là, ayant l'occasion de l'acheter usagé, finalement, à l'état neuf, là, j'ai dit, hey, why not? C'est probablement un jeu qui va être le fun à jouer en famille. Fait que moi puis ma blonde, on a essayé ça. Écoutez, j'ai vraiment aimé ma game. Je me suis fait clencher quand même. C'est une course dans ce jeu-là, donc ce sont ton petit meeple en forme de cube. Donc tout est des cubes dans ce jeu-là, hein, Cubitos. Cubitos, ça le dit. Tout est des cubes. Puis ton petit personnage, mon petit éléphant en forme de cube. Très, très cute d'ailleurs. Les petits meeples de ce jeu-là sont vraiment super cute. Fait que c'est ça, c'est une course. Fait que on a un board avec des cases, puis on doit faire un parcours, puis c'est le premier qui sera en ligne d'arrivée, tout simplement. Fait que comment ça fonctionne? Ben, c'est que c'est un jeu qui n'est pas sans rappeler beaucoup le jeu Les Charlatans de Belcastel. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup du push your luck. En fait, c'est vraiment le centre, la mécanique centrale du jeu, sauf que cette fois-là, ça se fait avec des dés. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on a un certain nombre de dés à chaque début de manche qu'on peut prendre dans notre zone de dés disponibles. Puis, c'est en brassant ces dés-là qu'on va voir comment qu'on va avancer, de combien d'espace on va pouvoir avancer sur le board, mais aussi l'argent qu'on va pouvoir dépenser pour améliorer ces dés. Donc, exactement comme dans les Charlatans de Belcastel, quand à chaque manche, on a une certaine quantité d'argent à dépenser pour s'acheter des nouveaux jetons, ben là, c'est la même chose, sauf que tu t'achètes des dés. Bon, tu as toujours maximum 2 dés que tu peux acheter. Tu peux jamais acheter le même dé. Puis, chaque dé, exactement encore comme les charlatans, est associé à une carte. Chaque couleur de dé est associée à une carte avec un pouvoir particulier. Donc, tu vas ajouter ces dés-là à ta main pour, idéalement, là, avancer plus vite, avoir plus de cash, puis, c'est ça, éventuellement, gagner la course. Donc, comment ça fonctionne? C'est que au début, bon, on a des dés très poches, là, des dés de base, là, donc des dés gris pâle avec juste une face où il y a quelque chose, puis des dés gris foncés avec 2 faces où il y a quelque chose. Fait qu'on lance nos dés, puis dès qu'on a, ils appellent ça un hit, dès qu'on a un résultat, ben on met ces résultats-là dans notre zone active, en fait, la zone qui va nous servir après à faire nos actions. Fait que dès qu'on a 3 dés dans cette zone-là, c'est-à-dire 3 dés avec des résultats positifs, on peut continuer à lancer nos dés si on veut. Au début, on a une main de 9 dés qu'on peut lancer. Donc, on peut continuer à lancer nos dés, mais vient là l'aspect push your luck, c'est-à-dire que si jamais en relançant tes dés, tu as 0 résultat, tu bustes, tu pètes, puis tu peux rien faire. Tu mets toutes tes dés dans ta zone dans ta discard zone, puis tu peux rien faire à ce tour-là. La seule prix de consolation que tu as, c'est que tu peux avancer. Il y a un petit plateau à part qui s'appelle la zone des fans. Fait que tu peux avancer ton jeton sur la piste des fans, puis cette piste-là va te donner des prix de consolation. Donc, ça peut être de l'argent, ça peut être de pouvoir lancer un dé de plus
à chaque manche. Bref, là, il y a une façon là, de venir mitiger là, pour pas que l'autre prenne trop d'avance puis tout. Fait que ça, c'est intéressant aussi. C'est drôle aussi, c'est la zone des fans. Fait que tu sais, probablement que les fans, ils s'intéressent à l'underdog, ils ont pitié de toi. Fait que tu avances sur cette zone-là vu que tu n'as plus rien faire, pauvre petit. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun là, parce que le jeu, il joue quand même assez rapidement. Les tours s'enchaînent, on jette nos dés, chacun de notre bord, on pousse notre lock, puis des fois on pète, puis on fait « Oh non, on a pété, merde! » Puis, ou des fois, tu sais, t'as contre toute attente des super résultats, puis là, t'es content, tu peux avancer sur la piste, tu peux dépenser ton argent. Il y a aussi une monnaie qui va rester de tour en tour. Fait que t'as l'argent, entre guillemets, virtuel que tu gagnes à chaque manche que tu dois dépenser, sinon tu le perds. Puis, tu as l'argent qui est comme un autre type d'argent qui, lui, va rester, que tu vas pouvoir conserver de tour en tour. Là. Fait que tu peux essayer d'économiser aussi pour aller chercher les dés les plus chers éventuellement. Fait que c'est ça. Fait que c'est intéressant parce qu'au fil du jeu, ta main de dés est de mieux en mieux finalement. Fait que tu sais, en partant juste avec une main de dés gris pâle, gris foncé, tu te ramasses avec des dés de plein de couleurs qui ont toutes des capacités particulières, spéciales, vraiment le fun. Il y a plusieurs configurations au jeu aussi. Fait que ça, c'est très cool. Fait que tu as plusieurs boards avec plusieurs pistes sur lesquelles tes petits personnages vont évoluer. Puis, tu as aussi plusieurs cartes associées à chaque dé de couleur. Fait que il y a des sets de cartes que tu peux utiliser, que le jeu va te proposer. Donc, différentes propriétés pour les dés, différents pouvoirs de game en game. Puis si tu veux, ben, tu peux aussi mixer, mix and match. Non, pas match, juste mix. Tu peux mixer des dés, des capacités de dés selon ton bon vouloir, comprends-tu? Fait que, très concluant, j'ai vraiment aimé ma game. Moi, je m'attendais pas à un jeu plus compliqué que ça, puis plus... tu sais, ça fait la job, c'est le fun, c'est une belle distraction. C'est un beau jeu, la game est pas très longue, ça doit durer peut-être une demi-heure. Fait que tu sais, c'est un jeu qui se place bien avant souper ou tu sais, bon, un jeu très sympathique. J'ai hâte de l'essayer avec mon gars aussi. Là, je pense que ça va bien fitter pour ça. Donc, Cubitos, le jeu Cubitos, c'est John D. Clare qui a fait ce jeu-là. J'ai failli acheter récemment son plus récent ou un de ses plus récents qui s'appelle Rolling Heights, mais finalement, je ne l'ai pas acheté. J'étais pas certain. Je trouve que le thème du jeu est super beau. Le jeu aussi est très beau. Là, les gratte-ciels, puis les mécaniques ont l'air assez intéressantes aussi. J'en sais pas plus. Mais bon, je sais que le jeu est un peu finicky, de disposer tes petits cubes un sur l'autre, là, puis ça peut finir par me gosser, là. Mais bon, peut-être un jour, je l'essaierai et je changerai d'avis. Donc, Cubitos, je peux aller regarder ça. On peut aller regarder ça ensemble comme à notre habitude, là, sur BGG. Donc, Cubitos, un jeu de John D. Clare, 7.5 sur 10 sur BGG. Un jeu, donc famille 81e, puis overall 433e. Donc c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs. C'est ça, des games de 30 à 60 minutes. Complexité relativement basse, là, de 2.18 sur 5. Voilà. Donc, rapidement, ben c'est ça, John D. Clare, c'est ça que je disais, là, c'est le cowboy. C'est le cowboy là, qui a fait, entre autres, Space Base, un autre jeu que j'aime bien. Puis Ready, Set, Bet, là, un jeu qui a récemment, je crois, gagné au Golden Geek. Golden Geek! Fait que voilà pour ça. Sinon, un autre jeu que j'ai essayé pas plus tard qu'hier soir, c'est le jeu Le Havre. Donc, on parle pas ici d'une petite nouveauté, hein, c'est un petit peu un classique, je dirais, ou une petite vieillerie, ou en tout cas, je sais pas trop. Le Havre, c'est un jeu de Uwe Rosenberg. Donc, je vais vous dire ça, l'année 2008, Le Havre. Ce jeu-là m'a intrigué longtemps parce que je sais qu'il a été longtemps dans le top 1, si je ne me trompe pas, de Tom Vassell, qui disait tout le temps que Le Havre, c'était son jeu favori. Fait que je me suis dit, ben, à un moment donné, si je tombe dessus, je vais l'acheter. En même temps, c'est un jeu assez vieux. Fait que je me suis dit, je sais pas si ça se vend encore.
Mais bref, à un moment donné, je suis tombé dessus sur le Marketplace, le jeu usagé, complètement neuf, le Havre de Uwe Rosenberg. Fait que je me suis dit, je me suis pitché dessus pour essayer ça. J'ai vraiment trippé. En fait, même que je sais que je vais encore plus tripper quand je vais continuer à jouer, rejouer à ce jeu-là. Là, j'ai joué en solo, juste pour apprendre le jeu puis me préparer pour une vraie game. Puis c'est vraiment un jeu qui est super bien conçu. Quand même une bonne complexité sur BGG. Là, on dit 3.73 sur 5. Donc c'est un jeu qui est très élégant, je trouve. Tu sais, il est très simple à apprendre. Donc on a une piste sur laquelle on va avancer notre bateau, en fait. Puis dès qu'on arrive sur un espace, on va sur le premier espace qui est disponible. Donc, s'il y a un personnage dessus, un personnage, un adversaire, un autre joueur, on va aller sur le prochain après. Puis, dès qu'on arrive sur cette zone-là, premièrement, il y a une étape qui appelle ça le supply, l'étape où on va fournir les espaces de ressources avec des ressources. Donc, à chaque fois que quelqu'un avance, il y a des ressources qui vont s'accumuler sur un espace. Puis après ça, on fait notre action. On a le choix entre aller chercher les ressources d'un espace ou de construire, en fait. Construire des bâtiments. Dans le jeu-là, le thème, là, c'est un peu un port, si tu veux. Puis il faut, c'est ça, construire nos bâtiments pour améliorer notre engine, finalement, améliorer notre performance dans le jeu pour pouvoir faire des ressources, transformer des ressources, faire de l'argent. Puis, l'enjeu principal du jeu, en fait, c'est que à chaque fois qu'on arrive à la fin d'une manche, il faut nourrir. On a un objectif de nourriture, en fait, pour nourrir le monde, j'imagine. Fait que la nourriture, soit que tu l'as... Ça fait penser aux autres jeux de Uwe Rosenberg, là, dans le sens que mettons, un poisson va valoir un repas, mais tu sais, si tu transformes le poisson en poisson fumé, ça vaut 3 repas ou 2 repas. Même chose pour le bétail, tu sais, si le bétail, lui, en tant que tel, vaut rien, mais si tu le transformes, il vaut 3 repas, tu sais, etc. Fait que tu sais, tu vas pouvoir éventuellement transformer tes trucs sur des bâtiments, soit des bâtiments que tu as construits. Tu peux aussi acheter des bâtiments, donc tu n'es pas nécessairement obligé de les construire. Puis, en fait, c'est pas exact ce que je vous ai dit, là. Les deux actions, c'est soit aller chercher des ressources sur un espace ou d'aller sur un lieu, faire l'action du lieu. Puis, il y a de ces lieux-là dont l'action est de construire des bâtiments. Donc, c'est des lieux qui sont assez centrales dans le jeu. Fait qu'on a les lieux qui sont possédés par la ville, si vous voulez, qui sont accessibles à tout le monde. Quand on visite un lieu, il se peut qu'il y ait un coût à la visite de ce lieu-là. Si le lieu appartient à la ville, on paye à la banque. Puis si le lieu a été acheté ou construit par un joueur, là, il faut payer à ce joueur-là. Donc, il y a ce côté-là intéressant là, de acheter ou construire des lieux. C'est des lieux qui éventuellement vont sûrement intéresser les autres joueurs, puis les autres joueurs peuvent aller jouer sur ce lieu-là, puis en même temps, on en profite, étant donné que ces lieux-là nous appartiennent. Il peut toujours y avoir juste un joueur sur chaque lieu, donc évidemment, il y a l'idée aussi qu'il y a des zones qui vont être bloquées au fil du temps, au fil du jeu. Ça coule super bien, en fait, le jeu est vraiment le fun, fait que c'est toujours aussi... qui va aller chercher quoi dans les zones de ressources, parce que quand tu vas chercher des ressources, tu les prends toutes. Fait que là, le prochain, mettons, je suis allé chercher les bois qui se sont accumulés sur la zone depuis quelques tours, puis il s'est rendu à 6-7 bois. Éventuellement, si Joe Blow à côté de moi décide de prendre les bois juste avant moi, là, je suis un peu fait. J'ai plus de bois. Fait qu'il faut que je trouve un autre moyen de les faire. Il y a des ressources aussi qui vont avoir une certaine valeur énergétique. Donc, cette énergie-là va servir aussi pour certaines actions. Par exemple, transformer du blé en pain, construire certains bâtiments, certains bateaux, parce qu'on peut construire des bateaux aussi. Donc, ces actions-là de construction vont demander non seulement des ressources, mais de l'énergie. Donc, l'énergie, le bois peut en apporter, le charbon peut en apporter aussi. Fait que c'est ça. Fait que comment ça se passe, c'est qu'on pogne notre bateau, on l'avance sur la ligne,
sur chaque tuile, en fait, sur chaque espace. Il y en a, je pense, 7-8 là, espaces. Puis on avance là-dessus. Puis quand on arrive à la fin, ben là, on est rendu à la phase de salaire, si vous voulez. Là, il faut payer la nourriture. Puis la nourriture qu'on n'a pas, il faut la payer en argent. Puis si jamais on n'a pas assez d'argent non plus, là, il faut faire un emprunt pour pouvoir payer nos trucs. Fait que c'est, tu sais, dit de même, c'est assez simple, mais le jeu est très deep. Belle profondeur au jeu. Il y a énormément de bâtiments. Il y a des bâtiments standards, puis il y a aussi des bâtiments spéciaux. Moi, j'ai juste joué avec les bâtiments standards, étant donné que j'ai joué à la version courte du jeu. Fait que quel que soit le nombre de joueurs, on peut soit jouer à la version courte, soit à la version longue. Fait que ça, j'apprécie ça aussi parce que si jamais on a moins de temps, mais on a le goût de jouer au jeu, ben on peut y aller puis jouer à la version courte, puis on a quand même une très belle expérience là, ludique du jeu. Fait que c'est ça. C'est un jeu de gestion de ressources, disons-le. C'est vraiment ça, mais aussi d'engine building parce qu'on va, au fil du jeu, construire des bâtiments à nous, mais aussi visiter des bâtiments à d'autres joueurs pour pouvoir accomplir nos actions. C'est vraiment c'est super le fun. Vraiment, moi j'ai eu une super belle expérience. J'ai vraiment hâte de l'essayer à plusieurs parce que là, il va vraiment s'installer une compétition. Parce que quand on joue tout seul, ben je pense que le seul enjeu, c'est de réussir à ramasser assez de repas pour pouvoir payer son dû à la fin de chaque manche. Mais aussi, bon, effectivement, comment je manque mes mots. Évidemment, en construisant puis en achetant des bâtiments, ben, ces bâtiments-là ont une valeur qui va nous rapporter des points à la fin du jeu. Donc, le but, en fait, ultime de ce jeu-là, c'est celui qui finit, qui est le plus riche, autrement dit. Fait que tu comptes ton argent, puis tu comptes la valeur de tes bâtiments, puis c'est ça qui est ça. Il y a aussi des navires, des bateaux qu'on peut construire. Évidemment, ces bateaux-là vont se débarrer au fur et à mesure que le jeu avance. Le nombre de manches là, va vraiment varier aussi selon le nombre de joueurs, puis selon si tu joues à la version simple ou à la version plus compliquée du jeu. Puis ce qui se passe, c'est que tu as une carte. Donc, à chaque fin de manche, tu as une carte qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, combien il faut que tu payes de repas, quel bâtiment qui va se débarrer, par exemple. Puis, une fois que cette carte-là, on le résout, on tourne cette carte-là qui devient un navire. Donc, on a des navires en bois, en métal, en acier, des navires de luxe. Donc, ces navires-là, éventuellement, on va pouvoir les acheter ou les construire. Puis, l'avantage d'avoir ces navires-là, c'est qu'ils vont nous apporter à chaque manche des repas gratis. Donc, on va pouvoir, tu sais, à un moment donné, ben c'est ça, c'était quasiment pas le choix d'en acheter à un moment donné si tu veux arriver parce que il va venir un temps où tu seras plus capable d'arriver puis de suffire moi je pourrais dire ça, de faire assez de bouffe comme tu veux. Faut que tu t'aides avec des navires, tu n'as pas le choix. Donc, c'est ça. Fait que les navires, tu peux les acheter, si je ne me trompe pas. Puis aussi, tu peux construire le bâtiment du shipyard, là, qui appelle le port, finalement. Ou pas le port, mais en tout cas, la fabrique de navires. Donc, ce lieu-là va te permettre de construire des navires, etc. Super jeu, vraiment. Oui, on sent un peu que c'est un jeu qui date, mais en même temps, c'est assez timeless, je dirais, comme jeu. Il y a plein d'autres jeux qui me reviennent en tête, là. Mais en plus complexe, tu sais, mais mettons Wonderful World, Century, mais tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus le fun, là, parce que tu as des bâtiments, ça va plus loin, là, mais tu sais, je parle de ces jeux-là dans le sens, aller chercher des ressources, transformer les ressources, puis trouver la bonne séquence pour arriver à tes fins dans cette transformation-là de ressources, dans cet achat-là de ressources, puis ça, c'est toujours bien trippant, bien trillant. Donc, c'est ça, le Havre, c'est un 7.9 sur 10 sur BGG, 52e là, sur 100 côté stratégie, sinon 62e, donc il est dans le top 100, là. Toujours un excellent jeu, puis j'ai vraiment aucun regret de l'avoir acheté, je suis très content. Moi, je suis un bon, plus ça va, plus je réalise que je suis un bon fan de Uwe Rosenberg.
J'aime bien beaucoup ces jeux. Justement, moi puis ma blonde, on se disait que prochainement, il faudrait bien jouer à la gloire d'Odin. C'est un peu un crime là, qu'on n'ait pas encore joué à ce jeu-là depuis qu'on l'a. Là, je pense que je dirais que c'est dans ma tablette de la honte. C'est pas mal celui qui est au top 1 de ma tablette de la honte. Fait que voilà pour le Havre. Maintenant, je voudrais vous parler, sans plus attendre, d'un autre jeu. Un jeu qui a longtemps été dans mon top 10. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais j'adore vraiment ce jeu-là. C'est les Tavernes de la Vallée Profonde. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que j'aime tellement ce jeu-là. Je suis conscient que c'est pas un jeu qui est parfait. Plus je joue, plus je réalise, là, puis plus j'ai d'expérience dans les jeux, plus je réalise que c'est ça. C'est pas un jeu parfait. Puis je peux comprendre ces défauts qui fait que certaines personnes qui ne trippent pas. Ce qui est particulier de ce jeu-là, ben, c'est encore une fois, il y a un côté, c'est un engine building, même affaire. On construit notre taverne, puis à mesure qu'on avance, on gagne de l'argent, on gagne de la bière. Puis ces deux currency-là, si vous voulez, ces deux unités d'argent-là vont nous permettre soit d'améliorer notre taverne, différents aspects de notre taverne, par exemple une serveuse de plus qui va nous donner un dé de plus, un plongeur qui va nous permettre de modifier un dé, parce que ça joue avec des dés, vous avez bien compris, un livreur de bière, un plus gros entrepôt pour stocker la bière, pour stocker l'argent, etc. Donc, avec l'argent, encore une fois, comme dans Cubitos, l'argent qu'on ramasse est virtuel. Donc, à chaque tour, on fait de l'argent, on le dépense, puis après, on le perd. Fait cet argent-là, on le compte, mais on n'a pas physiquement d'argent dans les mains. Il faut juste le compter à partir des cartes qu'on a sur notre table, puis sur notre plateau, puis on dépense cet argent-là. Fait qu'avec l'argent, on va améliorer la taverne. On peut l'améliorer. On peut avoir des rabais aussi. Donc, ce jeu-là, ben, c'est un deck building, c'est un engine builder, c'est comme plusieurs affaires en même temps. Fait qu'on part avec un deck de base, puis il y a certaines cartes qu'on va pouvoir sacrifier pour avoir je dirais, un rabais sur les améliorations qu'on va apporter à notre taverne. Moi, j'adore le thème de ce jeu-là. Je trouve que le jeu, il est super beau. Oui, c'est un jeu qui est long à installer. Oui, c'est un jeu qui est long à ranger. Ton plateau, c'est ta taverne, vue de haut, si tu veux, c'est super cute. Puis, tu as tes modules, en fait, dans ta taverne, qui s'imbriquent un peu comme un casse-tête, si tu veux. Puis, quand tu améliores une partie de ta taverne, ben, tu vas prendre tel module, tu vas le tourner de bord, tu vas le réimbriquer dans ton board, puis ta taverne va s'améliorer comme ça. C'est ça, j'aime vraiment le thème, puis je trouve que, c'est ça, ce qui se passe, en fait, c'est que au début, on a notre taverne, on a des places disponibles dans notre taverne. Puis là, on a notre deck, OK? Notre deck consiste en des clients, en fait, des clients potentiels qui vont venir dans notre taverne. Évidemment, en commençant le jeu, notre deck est vraiment poche. Les clients, c'est des réguliers qui donnent pas de type, qui sont pas généreux, qui viennent accaparer une table, si tu veux, puis pas être payant dans ta soirée. Fait que, tu sais, thématiquement, ça marche vraiment. Fait que, comment ça fonctionne, c'est que, bon, tu as ton deck de base, tu vas le brasser. Il y a certains modules du jeu qui vont modifier avec quel deck tu vas commencer. Puis, une fois que tu commences, là, tu tournes tes cartes. Fait que l'étape du jeu préliminaire, je dirais, c'est carrément de tourner les cartes, puis placer ces clients-là dans ta taverne jusqu'à temps que tu n'aies plus de place, tout simplement. Puis, quand tu tournes une carte, il y a pas seulement des clients dans le paquet aussi. Là. Bon, tu as des serveuses, des plongeurs, tu vois, tu as des cartes, livreurs de bière, des cartes qui vont venir bonifier ton tour, bonifier ta production de bière, ta production d'argent. Fait que, ce qui se passe, c'est que des fois, tu n'es pas chanceux, puis là, tu tournes tes cartes, puis tu tombes sur juste, mettons, tu tournes les 3 premières cartes de ton jeu, tu as 3 clients de marde qui s'assoient à tes tables, puis tu n'as rien d'autre. Pendant qu'un autre joueur, par exemple, va pouvoir « Ah, je tourne, j'ai une serveuse, elle write un dé de plus. Ah, j'ai un plongeur, je peux modifier un dé. Ah, j'ai un livreur de bière, j'ai une bière de plus. » Tu sais, fait que c'est vraiment variable. Je dirais le fun puis la qualité du tour que tu peux avoir, comment je pourrais dire, la quantité d'actions que tu peux faire.
ça va vraiment dépendre de ce que tu vas tirer dans ton paquet. Ce qui s'est passé, moi puis ma blonde, à date, ça faisait pas vraiment ça. Oui, j'ai eu des games de merde, mais j'ai aussi des games vraiment tripantes. Fait que tu sais, il y a ce côté-là de la chance qui est comme à deux tranchants. Parce que quand tu tires des affaires tripantes, c'est trillant, c'est le fun. Puis quand tu tires des trucs poches, ben c'est pas le fun, c'est plate. Parce que tu peux rien faire. Tu peux presque rien faire. Faut que tu attendes au prochain tour, que tu tires des meilleures cartes. C'est sûr que si tu tires des cartes super poches au début, ben tu risques sûrement d'avoir un meilleur jeu après. Mais bon, c'est très variable, ça. C'est très hit or miss. Fait que ce qui s'est passé à notre game, en fait, c'est que les deux, en fait, on a vraiment la game, ça consiste en à peu près 8 manches. 8-9 manches, quelque chose comme ça. Puis, pour la première moitié de la game, on pigeait juste pas grand-chose, autrement dit. Fait que la game a été slow à partir parce que on n'était pas capable, tant que ça, d'améliorer notre deck, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, étant donné que les cartes qu'on sortait n'étaient pas super bonnes. Mais c'est ça, ça varie beaucoup, parce que d'autres games où ça n'a pas fait ça, où ça a fait ça juste pour un joueur, puis il y en a un autre, ça décollait en malade. Fait que c'est ce côté-là du jeu qui est plate, j'avoue. Tu sais, moi, je suis comme... On dirait que c'est pas rationnel, finalement, pourquoi j'aime ce jeu-là à ce point-là. Parce que je sais qu'il y a des défauts. Puis ce côté-là, c'est plate. Tu sais, ça veut dire que t'es jamais assuré en faisant une game d'avoir autant de fun que la dernière fois. Ça va vraiment dépendre de ce que tu vas tirer. Fait que comment ça fonctionne, tu sais, c'est que il y a les dés qui sont bien importants dans le jeu-là aussi. Fait que, tu sais, on a à la base 4 dés qu'on va lancer. Puis, ces dés-là, on va les drafter après. Tu sais, on va toujours s'échanger le boc à bière pour aller chercher les dés de l'autre boc. Puis, ces dés-là, on va aller les placer sur nos cartes, sur nos... si tu veux, nos zones d'action sur notre taverne. Fait qu'un autre élément de chance qui s'ajoute, c'est les dés. Parce qu'il y a certains clients qu'on va pouvoir activer juste si on a le bon dé pour l'activer. Fait que non seulement ton client va juste te rapporter une pièce ou deux, par exemple, si c'est un client poche, mais en plus, si tu n'as pas le bon dé, tu ne peux pas l'activer. Fait que tu peux des fois te ramasser avec très peu de cartes, très peu de monde dans ta taverne, puis en plus, pas les bons dés pour pouvoir activer tes clients. Fait que là, dans ce temps-là, tu es un peu doublement baisé, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça qui se passe. Fait que l'aspect chance est quand même assez fort dans le jeu-là. Il y a de la stratégie, il y a de l'engine building, il y a du deck building, mais il faut que les dés soient de ton bord. Il faut que la pige de cartes soit de ton bord aussi. Fait que là, moi puis ma blonde, on se demandait quels seraient les moyens, tu sais, pour venir booster le jeu un peu, pour qu'on commence tout de suite en ayant du fun. Parce que quand on a du fun, on a du fun. Comprends-tu? Mais c'est ça, c'est assez... c'est pas... comment je peux dire ça? C'est pas assuré. T'sais, le fun, il est pas assuré, c'est ça qui est plate. Mais quand il est là, il est le fun en maudit. Les tavernes, là, ça, c'est un jeu de 2019. Ça a été fait par monsieur Wolfgang Warsch. Monsieur qui se promène avec un pain baguette dans son sac à dos sur sa photo de BGG, puis qui a l'air avec un air un peu incrédule. Bon, c'est lui qui a fait Les Charlatans, c'est lui qui a fait That's Pretty Clever, c'est lui qui a fait The Mind, il a fait Wavelength, il en a fait en taboire. C'est pas un gars qui se tourne les pouces, c'est pas un gars qui se met les dés dans le nez. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, fait que cela dit, les tavernes, ça va toujours rester un jeu dans mon cœur. C'est un des premiers jeux que j'ai eu, c'est un des premiers jeux que j'ai vraiment aimé. Puis en plus, j'ai acheté l'extension Chambre à louer. J'ai pas tout essayé les modules, mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui vont vraiment aider à ce que ça se passe mieux. Donc, il y a des modules qui vont venir ajouter des actions, qui vont venir mettre une asymétrie dans le jeu. Donc, chaque tavernier va avoir des capacités spéciales. Puis bon, c'est ça, ça vient vraiment bonifier le jeu. Fait que là, j'avais juste essayé un module de plus qui ajoute des chambres dans lesquelles les nobles qui rentrent dans ta taverne, parce que tu as des clients normaux,
Tu as des clients que tu peux acheter avec de la bière éventuellement qui vont être encore meilleurs, que tu vas pouvoir ajouter à ton deck. Puis, tu as aussi des nobles qui sont des clients super riches, comprends-tu, qui portent des Balenciaga, puis qui arrivent en calèche de marque Lamborghini, puis qui, eux, vont te donner beaucoup de points à la fin de la partie. Ils donnent des points de victoire. Les nobles, normalement, tu les as à chaque fois que tu upgrades ta taverne. Fait qu'à chaque fois que tu upgrades, que tu améliores une partie de ta taverne, tu gagnes un noble. Puis, les nobles, ce qui est cool, c'est que quand tu sors un noble de ton paquet, ben, tu les mets tous à la même table. Hein, ils se tiennent tous ensemble, ce monde-là. Là. Les ultra-riches, ils vivent beaucoup de solitude. Il faut qu'ils se tiennent avec des mondes ultra-riches, sinon, ils savent pas de quoi parler. Fait que c'est ça qui se passe. Les nobles vont tous à la même table. Fait que ça libère des tables, évidemment. Puis, tu peux aussi les mettre dans des chambres. Fait qu'il y a 4 chambres dans lesquelles tu peux loger un noble. Puis, en logeant ce noble-là dans la chambre, avec un petit chocolat sur son lit, puis des petits savons, puis des petites bouteilles de shampoing, dans cette chambre-là, ce noble-là va permettre une action de plus lorsque tu vas avoir un dé d'un certain nombre. Bref, voilà. Il y a aussi un module de cave à vin que j'ai pas fait. C'est ça, il y a un module qui va ajouter une asymétrie. Bref, c'est une grosse extension. Il y a beaucoup d'affaires, fait que je vous en reparle quand je vais rejouer. Là, moi et ma blonde, on est en train d'imaginer des règles maison, en fait, pour booster le jeu en partant. Question de se donner une chance, pour qu'on s'assure que le jeu soit le fun, même si c'est pas fait comme du monde. Fait que voilà pour les tavernes. Un jeu de Wolfgang Warsch qui est illustré par Dennis Lahausen, 7.6 sur BGG, quand même 228e overall, 171e stratégie, puis famille 39e. Ah ouais, famille, quand même, pas pire. Complexité de 2.69 sur 5. Ensuite de ça, on continue, chers amis. J'ai joué à Lantern Dice. Lantern Dice, c'est un roll and write. Je vous en parlerai pas trop longtemps. C'est vraiment un super roll and write. Si vous cherchez un nouveau roll and write, Lantern Dice, très sympathique. Donc, ça se passe, si je me trompe pas, en Chine ou au Japon. On a un petit papier sur lequel il y a des bassins avec des feux d'artifice. Donc, c'est vraiment de lancer des dés, 4 dés qui vont aller dans un écrin. Puis, à chaque fois qu'on lance les dés, on va tourner l'écrin pour mettre le dé qu'on veut utiliser vers nous. Donc, en faisant ça, on va décider pour l'autre aussi quel dé il va y avoir, qui va être vers sa direction. Fait que, cet aspect-là est intéressant. Donc, le dé est associé à une couleur. On va aller cocher une zone d'une certaine couleur. Puis, à chaque manche, on a aussi une zone bonus d'une certaine couleur qu'on va cocher. Donc, le jeu est asymétrique, là. Chaque feuille est différente. Fait qu'il faut aller couvrir des espaces comme ça. Éventuellement, on fait des tétrominos, des formes avec les zones qu'on a biffées. On va venir mettre un tétromino, un petit, pas un jeton, là, mais un petit tétromino en carton qu'on va venir mettre par-dessus la zone qu'on a noircie. Ça va valoir des points. Il y a des zones qu'on va cocher qui vont débarrer des petits bonus. Donc, différents bonus là, qui vont faire ça. C'est bien sympathique. Lantern Dice, un petit jeu pas long de cochage, vraiment le fun. Ça faisait un bout qu'on l'avait. On l'avait acheté comme ça, impulsivement à l'île au jeu. D'ailleurs, l'île au jeu, qui est une super boutique, là, si jamais vous allez dans le coin de Maria, Carleton-sur-Mer. Vous pouvez même commander des jeux là. J'ai appelé l'île au jeu. À un moment donné, je me suis dit, hey, ça serait pas pire un petit partnership avec l'île au jeu. Tu sais, podcast, boutique, partnership. Pas marché, pas une nouvelle. Pas grave, je suis pas assez big, mais c'est bien correct. C'est ça, on a acheté ça à l'île au jeu, puis on avait, je voyais juste une petite game, il y a genre 2 ans, puis on avait pu rejouer. Puis là, j'ai ressorti ça, je disais, hey, t'aimes-tu d'essayer ça, toi? Puis on l'a joué, puis on a eu du fun. Fait que, ben oui, tu sais, je vais pas négliger le jeu-là parce que c'est un plus petit jeu. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il en retourne sur, donc, Lantern Dice, un jeu de 2019, 6.9 sur 10 sur BGG, un jeu fait par Chris Bryan. Chris Bryan qui boit une bière avec une poule sur son épaule sur BGG. Ils ont toutes des photos super.
Donc, je ne connais pas les autres jeux qu'il a fait. Ça m'aurait étonné aussi. Le contraire m'aurait étonné. Bref, mais ce jeu-là, il est bien sympathique. Checkez ça si vous cherchez un bon roll and write. Roll and write. Fait qu'après, ben là, il faut que je vous parle de la belle journée, session de jeu que j'ai faite avec mon frère. Écoutez, il a pris congé. Il s'est dit, moi, je m'en vais. Moi, je prends congé. Puis je m'en vais jouer à des jeux chez mon frère. Puis moi, j'ai dit que j'étais bien content. Fait qu'on a joué à 4 jeux. On s'est montré 2 jeux chacun. Premièrement, on a joué à Teotihuacan. Donc, Teotihuacan, ce jeu-là n'a pas besoin de présentation. Hein? Teotihuacan, la cité des dieux. Donc, c'est un jeu de Daniele Tascini. Daniele Tascini, si je ne me trompe pas. Donc, un jeu hanté c'est ça, là, qui s'est sorti en 2018, mais qui est quand même devenu, on pourrait peut-être dire ça, là, un classique moderne des jeux de société. 7.9 sur 10 sur le BGG, là, c'est quand même excellent. 80e, donc il est dans le top 100. 61e côté stratégie. C'est ça, un jeu de Daniele Tascini. Un jeu que j'ai parlé récemment de ce gars-là, là, qui fume un gros cigare sur sa photo de BGG. Un gars qui a fait Tzolk'in, Marco Polo, Tekhenu, Tabanusi, Tiletum. C'est drôle, il y a des anglophones qui, Tiletum, ils disent Tiletum. Tiletum, mais je pense que c'est plus Tiletum. Donc, Teotihuacan, vous le connaissez tous, probablement que vous y avez tous joué. Je ne m'attendrai pas beaucoup sur ce jeu-là, mais maudit que c'est le fun. C'est vraiment super élégant. Un jeu, donc, qui est... c'est vraiment... comment décrire ce jeu-là? C'est du placement d'ouvriers, finalement. Nos ouvriers sont des dés, puis les dés vont déterminer la force de l'ouvrier. Donc, on a un plateau central, puis on va se déplacer autour de ce plateau-là sur des modules, sur des zones d'action. On a le droit toujours de déplacer notre dé de jusqu'à 3 modules, 3 espaces. Puis, bon, la particularité, c'est que chaque module, donc on peut avoir des modules de production de ressources, des modules pour aller débarrer des capacités spéciales, pour construire, parce que là-dedans, on construit une pyramide, en fait, avec des superbes tuiles en bois magnifiques. Une zone pour décorer la pyramide, une zone pour aller construire des petites maisons qui vont nous faire évoluer sur l'allée des morts. Parce que, tu sais, on parle d'un univers aztèque, là, ou inca, je sais pas trop, mais bon, hein, il y a des sacrifices humains, la mort est glorifiée dans ce jeu. Donc, on va faire avancer nos dés, puis ce qui va déterminer la puissance de l'action, c'est non seulement la force de ton dé, mais aussi le nombre de dés qui se trouvent sur la zone où tu vas atterrir. Donc, si tu as 3 dés, déjà 2 dés de ta couleur sur une zone et que tu en amènes un 3e, ben là, non seulement tu as une force qui va déterminer par le plus bas de tes dés, fait que mettons que j'ai un 3, un 4, un 5, ma force va être un 3, et le nombre de dés. J'ai 3 dés. Fait qu'avec ça, je fais une action qui va concorder avec ça, là. Fait que c'est ça qui se passe. Tu peux aussi ce qu'on appelle faire une action d'adoration. Dans ce temps-là, ton dé va se barrer, si tu veux. Tu le mets dans une zone, il est barré là. Puis, il va falloir que tu débarres ce dé-là plus tard si tu veux t'en servir. Donc, soit il va être débarré par un de tes adversaires qui va payer pour utiliser la zone où que t'es en payant, ou tu vas toi-même payer pour débarrer tes dés, ou carrément sacrifier un de tes tours pour débarrer toutes tes dés si jamais ils sont toutes barrés. Et, attendez-vous, voici, là, vous vous attendez à ce que j'en parle de ça, mais il y a l'élévation. Donc, et les éclipses. Tout ça est très intimement lié. Donc, ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est que quand ton bonhomme, quand ton dé, quand ton ouvrier cubique atteint le nombre 6, il s'élève. Le personnage, le bonhomme s'élève. Comprends-tu? Il a atteint la félicité. Donc, ce dé-là va revenir un 1, mais va s'élever. Donc, te donner accès à un super bonus qui va soit te donner de l'argent,
qui, dans ce jeu-là, est sous forme de cacao. Je vous avertis d'ailleurs, si vous jouez à Teotihuacan, vous allez dire cacao au moins 250 fois par partie. Donc, soit tu gagnes du cacao, soit tu vas évoluer sur les pistes des temples, parce que tu as des pistes, hein? Dans ces jeux-là, tu as des pistes. Tu évolues sur ces pistes-là. Puis, plus tu es haut, mieux c'est. Puis, à la fin, si tu arrives au top, un peu comme la piste de recherche dans Arnak, ben, tu es encore plus haut. Tu fais encore plus de points. Fait que tu as 3 temples, rouge, vert, bleu, sur lesquels tu peux évoluer. Donc voilà, fait qu'en élevant ton ouvrier, tu as accès à un bonus, tu fais avancer, tu fais évoluer le jeu aussi, parce que dans le jeu-là, le soleil, l'éclipse, c'est ça qui détermine en fait la progression de la partie. On a 3 manches. Chaque manche, ça consiste en un soleil qui va tranquillement avancer sur des cases jusqu'à temps qu'il croise la lune. Puis quand il croise la lune, ça fait un éclipse. Puis ben, quand il y a une éclipse, il y a une phase de revenu. Fait que quand il y a une éclipse, tout le monde fait un dernier tour. Puis là, phase de revenu. Donc, où tu es rendu sur telle piste? Qu'est-ce que tu as fait sur la piste des morts? T'as-tu construit beaucoup la pyramide? T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? Fait que à chaque... vous sentez hein, que pas que j'accélère, mais tu sais, j'ai un bon rythme, là, un bon rythme de croisière aujourd'hui. J'espère que vous êtes attentifs. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment malade, cette mécanique-là. Fait que là, tu te dis, je vais-tu élever mon bonhomme tout de suite? Ou je le garde pour profiter de sa force pour faire une action plus forte tantôt, ou je l'élève, puis il revient à 1, puis il me coûte moins cher. Parce que c'est ça aussi, hein. À chaque fois qu'il y a une phase de revenu, il y a aussi une phase de salaire. C'est comme ça que ça marche. Il faut que tu payes ton monde. C'est une loi de la nature, c'est comme ça que. C'est ça qui se passe. Fait que, si tu ne peux pas payer tes ouvriers, ben ça te coûte cher. C'est 3 points de victoire par ouvrier que tu ne peux pas payer. Puis si tu as un ouvrier qui a 4 ou 5 de force, il coûte le double, il coûte plus cher. Ça, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des spécialistes. Là. Tu sais, eux autres, ils coûtent cher, fait qu'il faut que tu les payes. En cacao, bien sûr, là, pas en argent. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choix. C'est vraiment super stratégique. Où j'avance mon dé, beaucoup de planification aussi, parce que tu sais, tu te dis, éventuellement, je vais avoir tant de dés sur cette zone-là, ça va me donner tant de ressources. Je vais pouvoir aller construire la pyramide après, faire telle action, c'est merveilleux. Puis, c'est ça, le côté aussi, là, tu sais, des dés, bon, j'élève-tu mon dé pour profiter du bonus, en même temps, mon dé va revenir à 1, il sera plus super puissant. Puis ton dé aussi, il revient à la zone, dans une zone particulière quand il est élevé. Il faut que tu l'enlèves. Fait que ça vient briser un peu le rythme du circuit, si je peux dire de même, les dés qui circulent autour du board. Fait qu'il y a tout ça, tu sais. Il y a tout ça. Le jeu est magnifique, il est très beau. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Écoutez, c'est vraiment, moi, c'est dans mes prefs, là, ce jeu-là. Il est vraiment le fun. J'ai une extension qui s'appelle l'extension, c'est pas, c'est laquelle? Teotihuacan, on va vous dire ça, là. Je vais aller voir dans les menus. C'est quelque part, puis, ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai l'extension. Il y en a tellement. Ça n'a pas de bon sens. Donc, l'extension qui s'appelle The Expansion Period, la période de l'expansion, donc qui est coté 8.3 sur 10, c'est super, mais bon, à chaque fois que je joue à Teotihuacan, je montre le jeu à quelqu'un, fait que j'ose pas utiliser l'extension, fait que vous l'avez deviné, je n'ai pas encore essayé. L'autre extension que je voudrais avoir, c'est l'extension pré-classique, si je ne me trompe pas. Une autre grosse extension qui paraît qui est excellente, là, 8.2, mais sont chères, hein, les extensions. Je vous dis, ils coûtent à peu près le prix du jeu. Là. La dernière extension que j'ai achetée, ça m'a coûté pas loin de 65$. Fait que je trouvais ça un peu plate. Un peu plate le prix de l'extension. Bref, voilà. C'est dans mes projets éventuellement d'avoir la deuxième extension. Donc, Teotihuacan, comme je vous ai dit, 7.9 sur 10. Un jeu de 90 à 120 minutes, c'est quand même des bonnes games. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, complexité de 3.78 sur 5. C'est pas mal ma zone, ça. Là. Quand on dit du 3.78, là, c'est pas mal mon sweet spot, là, côté complexité pour ça.
Fait que voilà, je vous ai tout dit. Non, c'est sûr que non. Mais j'ai quand même fait pas pire le tour de ce jeu-là, le Teotihuacan. J'ai bien hâte de rejouer et j'étais content de rejouer et de le montrer à mon frère qui a bien aimé sa partie et qui m'a solidement rincé aussi. Donc 206 à 180. Voilà, bravo Philippe. Après ça, on a joué à After Us. After Us, ça c'est un jeu... j'avais juste entendu le titre de ce jeu-là, puis ça m'a vraiment passé 5 pieds au-dessus de la tête. Pourquoi? Je pense que la région est vraiment niaiseuse. C'est que le titre me faisait trop penser à d'autres titres. After Us, ça me fait penser à Last of Us, ça me fait penser à Among Us, ça me fait penser à Us. Tu sais, c'est beaucoup de jeux avec du os dedans. Fait que je me suis dit, hein, c'est même pas original. Tu sais, c'est un peu une copie, c'est un peu insultant. Fait que j'ai décidé de pas m'informer sur ce jeu-là. Mais là, tu sais, mon frère est arrivé avec. J'ai vu la boîte, j'ai vu le superbe design de jeu-là. Là, c'est très bien illustré. Puis il voulait me le montrer. Puis j'ai dit, c'est une méchante bonne idée, mon gars. Fait qu'on a essayé ça, After Us. After Us, ben, je vous dirais, vous voulez montrer le deck building à une personne qui ne connaît pas le deck building, vous pourriez utiliser After Us parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment du deck building pur et simple. Donc, on commence avec un deck. Il y a une offre au centre de la table où on peut aller chercher des nouvelles cartes. On peut éventuellement se débarrasser des cartes qu'on n'aime pas avec le gorille. Oui, parce que ce jeu-là, là, c'est des singes, en fait. Le thème, c'est que les humains ont été épais, puis ils n'ont pas réussi à se sauver eux-mêmes. Ils sont disparus. Puis les singes en ont profité pour dire, bon, enfin, c'est fini le boucan, c'est fini la pollution, c'est fini les niaiseries, c'est fini les influenceurs, c'est fini les Kardashians. On va enfin pouvoir s'amuser en paix. Donc, les singes règnent sur la planète, puis c'est ça le thème. Fait qu'on a 4 sortes de singes. On a les mandrilles, les chimpanzés, les gorilles, puis les orang-outans. Fait que ces 4 singes-là ont des forces particulières. Donc, le mandrill, lui, c'est l'espèce de sage qui va nous donner des points de victoire. L'orang-outan va nous donner de l'énergie, des batteries. Le gorille de la rage pour aller détruire les cartes qu'on n'aime pas. Puis le chimpanzé, lui, va nous donner, à cause qu'il est wise puis qui est astucieux, il va nous permettre de rejouer, de refaire des actions. Fait que le principe du jeu, en fait, c'est qu'on va tirer 4 cartes à chaque manche de notre deck, puis on va disposer ces cartes-là devant nous pour faire c'est comme si on faisait un casse-tête avec nos cartes. C'est-à-dire qu'il y a des zones sur la carte qui peuvent être complétées en mettant une carte à côté. Bon, c'est dur à expliquer, là, mais par exemple, eux autres, ils appellent ça des cartouches. Et par exemple, j'ai une moitié de rectangle avec un bonus sur cette carte-là. Puis si je mets la carte à côté qui a la continuité de ce rectangle-là, bien là, je viens créer une zone d'action, une zone de bonus. Fait que ça peut être soit va chercher des ressources, soit créer de l'énergie, fait des points de victoire, etc. Fait que vous comprendrez bien que meilleures tes cartes sont, plus tu as de zones d'action sur tes cartes, puis plus tu as de possibilités de compléter des zones, un peu à la casse-tête, là, en disposant tes cartes devant toi. Fait que ce côté-là, il est super le fun, il est super original. J'ai vraiment été agréablement surpris, comprends-tu, de ça? Ouais, vraiment. Fait que voilà. Donc, à chaque tour, on met les cartes devant nous. On peut en défausser avec une capacité spéciale. Fait qu'il va y avoir la phase ramasse tes ressources, fais tes points, fais chier l'autre en le rendant jaloux. Puis, après ça, il va y avoir la phase va chercher, en fait, c'est ça. Donc, après, la phase va chercher tes ressources, gagne tes points bonus, gagne tes points victoire. Puis après ça, il va y avoir la phase achat. Donc, avec les ressources qu'on a, on va pouvoir aller acheter une carte, une des 4 cartes, des 4 types de cartes qui va dépendre avec l'action qu'on a choisie. Parce qu'à chaque tour aussi, on choisit une des 4 actions disponibles, soit faire des points de victoire qui est associé à chaque singe, là. Fait que cette action-là va aussi déterminer où tu vas pouvoir aller acheter ta carte. Fait que bref, tu achètes ta carte, tu la mets dans ta défausse, tu continues, tu recycles, tu jettes, puis éventuellement, tu as un super paquet qui va te faire vraiment plein d'actions.
Hey, j'ai bien aimé ça, After Us. Bien cool. Je trouve que le titre est beau, mais c'est juste que, bon, dans le contexte, ça fait qu'il n'est pas super original, mais c'est pas grave. J'en suis revenu, tu sais, de ça. After Us, 7 sur 10 sur BGG, un jeu de 2023, 1 à 6 joueurs. C'est vrai que c'est un gros multiplayer solitaire. Attendez-vous à juste avoir la tête dans vos singes, puis rarement dire bonjour à la personne qui est de l'autre bord de la table. Mais c'est ça, c'est vraiment un gros multiplayer solitaire. Il reste que c'est très le fun, puis si ça te dérange pas, ben, je te dirais, vas-y, mon gars, essaye. Puis, si tu aimes le deck building, vas-y, mon gars, essaye. Si tu veux montrer un deck building à quelqu'un, vas-y, ma fille. Vas-y fort, go for it. Donc, 2.4 sur 5 sur BGG, un jeu de 12 ans et plus. C'est Florian Siriaix qui a fait ce jeu-là. Florian, pas Série X, mais Siriaix. Donc, voilà. Lui, sur sa photo, il tient un jeu dans ses mains. C'est moins original que les autres. Il a l'air bien smart. Il a un tatou. Puis, voilà, je peux dire les jeux qu'il a fait, là. Monsieur Siriaix. Donc, Imaginarium. Montmartre. Montmartre, je l'ai. C'est un autre jeu de cartes. Un jeu de cartes bien sympathique dont je ne vous ai jamais parlé. Bon, After Us. Nicodemus aussi, qu'on a vu passer. Imaginarium, j'ai joué une fois, puis j'avais trouvé ça trop abstrait et inintéressant. Mais peut-être un jour, je vais rejouer et changer mon avis. Donc voilà, gang, ça c'était After Us, que j'ai bien aimé aussi. Là, il faut que je vous parle de Earth. Bon, hein, bon, il y a des gens qui sont un peu tannés d'entendre parler de Earth parce que les gens aiment trop ça. Puis il y a des Québécois... c'est ça, là, tu sais, qui trouvent sur un certain groupe Facebook qu'on en parle trop. Mais c'est pas grave. Moi, je vous en parle parce que j'ai finalement pu jouer à After Us. Voyons, pas After Us. Voyons, à Earth. Écoutez, c'est vraiment bon, Earth. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon. C'est un jeu où tu n'arrêtes jamais. Tu es toujours en train de faire quelque chose. Tu es toujours en train de ramasser ton humus, ta terre, puis de planter des affaires, puis de faire du compost, puis ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ce jeu-là. Ça reste super abstrait, c'est sûr. Écoute, c'est juste de la manipulation de cartes. Tu te fais un tableau de cartes, tu as des capacités, tu actives ces capacités-là selon la couleur qui est déclarée. Puis c'est beaucoup là, l'objectif, là, c'est ça, Maxime, c'est ça qu'il a dit. Moi, je veux que le monde soit toujours occupé, qu'il y ait le maximum de plaisir possible. Ben, c'est ça qui se passe. Tu es stimulé, tu joues, tu t'es jamais arrêté. Jamais. Parce qu'il y a 4 types d'actions. Quand tu choisis une action, les autres joueurs la font aussi à un différent niveau, un différent degré. Puis après, la couleur va activer tes cartes à chaque tour, que ce soit ton tour ou pas ton tour. Fait que comprends-tu que tu es busy dans le jeu-là, tu es occupé. Puis c'est thrillant, c'est le fun parce que tu es toujours en action. Tes cartes, c'est incroyable là, le nombre de possibilités de combattage, puis la possibilité d'action, puis tout dépendant de la façon que tes cartes sont placées, tout ça. Impressionnant, vraiment. C'est pas un jeu, c'est particulier côté visuel. C'est super beau. Les photos sont magnifiques. Puis je suis vraiment content qu'il ait pris des photos. J'avoue que c'est de ce côté-là, ça fit vraiment. Le jeu de base, les composantes, hein, on va pas. C'est pas le gros luxe. T'sais. Fait que c'est des boards qui sont pas très épais. Les cartes non plus n'ont pas une qualité incroyable. Moi, j'ai joué avec la version Kickstarter. Fait que là, on avait des éléments en bois, des jetons en bois. C'était beau. Mais bon, moi, je vais avoir la version de base, puis j'avoue, je vais un peu m'ennuyer de ces trucs-là. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir que je bonifie un peu ma version. Parce que je sens que je vais jouer énormément à ce jeu-là. Bravo, Maxime. Écoute, c'est un succès monumental, ce jeu-là. Je ne vais pas en parler trop parce que ça a déjà été fait beaucoup dernièrement, puis je peux comprendre qu'on peut être un peu saturé de parler de ça. Mais c'est vraiment super bien conçu, extrêmement, tout en étant simple, très profond, très deep. Puis c'est ça. Écoute, tout le monde
qui aime l'engine building doit avoir ce jeu-là. Sinon, c'est une insulte qu'il fait à lui-même. Ouais, vraiment très hâte de rejouer à ça. J'attends encore ma version française, là, Retail, qui va arriver dans pas long. En jouant en plus, je vais peut-être vous en reparler plus, là. Mais bon, impression initiale, beaucoup de plaisir. C'est sûr, nécessairement beaucoup d'attentes sur ce jeu-là, en entendant tout ce qui s'est dit là-dessus. Mais j'ai zéro déception. Zéro, vraiment, là, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de fun. Beaucoup de fun. Earth. J'aurais aimé ça que le jeu s'appelle Terre. Probablement qu'il y avait à ce niveau-là un problème. Parce que moi, j'aime mieux dire Terre que Earth. Parce que je trouve que Earth, ça se dit mal. Tu sais, on joue-tu à Earth? En tout cas, mais à part ça, là, c'est mon seul reproche. Puis bon, tu sais, le côté un peu... je ne vais pas dire cheapo, c'est pas cheapo, mais c'est ça, tu sais, aussi ça fait que le jeu est moins cher. Puis à ce niveau-là, c'est un win, là. Moi, je parle avec des termes d'entrepreneur, là, c'est un win, ça, c'est un win. Mais ouais, je comprends là, la volonté derrière ça, là, que le jeu reste abordable, que ce soit pas un jeu qui coûte 90$. Fait que pour ça, c'est vraiment super. Fait que je vous en reparle de Earth bientôt, là, en faisant d'autres games. Bien aimé ça, puis merci à mon frère Phil de m'avoir montré ça. Fait que c'est tout, gang. La seule chose qui me reste, ben, c'est Cat in the Box. Je vous en ai déjà parlé. On a rejoué à ça. J'ai montré ça à mon frère, puis on a eu bien du fun. Voilà pour Cat in the Box. Fait que ça fait le tour, les amis. Je commence à avoir la gorge sèche à force de parler dans mon cabanon. Il fait chaud aujourd'hui, là. On est à 30 kek, là. Fait que ouais, je commence un peu à crever dans mon petit cabanon. J'ai ouvert les fenêtres, mais il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Fait que voilà, je commence officiellement à travailler dans mon nouveau travail lundi prochain. Je suis vraiment heureux de ça. Je suis vraiment... Ouais, tu sais, quand tu te dis, j'ai pris une décision, ça n'a pas été facile, j'en ai rushé un coup, mais là, je ne le regrette pas, je suis vraiment content. Et c'est ça qui se passe. Fait que, écoutez, si jamais vous avez des interrogations par rapport à votre audition, des questions par rapport à ça, par rapport aux appareils auditifs, ouais, ben ça va me faire plaisir de vous guider là-dedans. Donc, je sais que c'est un truc qu'on ne parle pas souvent de ça. Hein? Vous savez, les problèmes d'audition, c'est un problème invisible. Donc, on ne connaît pas, on ne sait pas qui a des problèmes d'audition. Ça ne se voit pas, tu sais. Puis, c'est un milieu qui est très peu connu, mal connu, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont étudier là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. Mais c'est super passionnant comme milieu. Puis, écoutez, je me suis dit, je vais vous en parler à un moment donné, je vais leur dire. Puis, tu sais, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations par rapport à ça, écoutez, ça va me faire plaisir de vous en parler. Moi, ça me passionne, ce milieu-là. Vraiment. Fait que j'en parlerai à un moment donné plus longuement, qu'est-ce qui a fait que je suis allé là-dedans, puis tout, là, si jamais ça vous intéresse. Puis, oui, aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réunion annuelle, là. Donc, il a rassemblé tout le monde qui vont travailler pour l'entreprise pour laquelle je vais travailler. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de geeks et d'amateurs de jeux de société qui étaient aussi des audioprothésistes particuliers. Hein? Mais oui, c'est ça qui se passe. D'ailleurs, ma collègue, Laurence, qui peut-être est en train d'écouter ce podcast, est une grande amatrice de jeux de société aussi. Fait que, tu sais, c'est pas plate, ça, de travailler avec quelqu'un qui aime les jeux. Fait que, peut-être un jour, qui sait, je l'aurai comme invité sur ce podcast. Donc, voilà, chers amis, ceci conclut l'épisode 28 de Jeux Confidence. Et je vous reviens très bientôt avec d'autres patentes à vous dire. Donc, n'hésitez pas, hein, écrivez-moi. Allez sur mon Instagram si vous voulez voir des photos des jeux récents que j'ai joués. Puis, faites pas trop de reel. Hein? Faites pas trop de doom scrolling sur votre téléphone. C'est pas bon pour la santé, ça. Alright, salut! Jeux Confidence à commercial gmail.com